せたいギリギリの勝負でゲットライフ時間はそんなにないぜそれがスタートウェイ I want this only 探し求めるあの金色の光の中で誰かを傷つけて自分も傷ついてだけど終わらずにただ追い求め何も見えてないけれど I はきっとこのままの Pain Trans Continue Bien le bonjour les amis, c'est Sando, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle preview box. Voilà, comme la dernière en date, c'est une preview sur un des boxeurs japonais, donc à qui je fais appel pour ce genre de preview à Louis Geoffrey. Salut Louis, comment ça va? Salut Sendo, ça va et toi? Encore un Ça va, plaisir de parler de boxeur japonais ici. Voilà, et d'autant que là, on va s'attarder sur un duel qui peut, en fonction de ce qui va se passer dans le futur, peut devenir assez important pour leur division parce que là, on va s'intéresser au championnat WBC des strawweight, la revanche entre Made in Jerusalem, le champion en titre, et Yudai Shigeoka. Donc, voilà, comme je l'ai dit, c'est le championnat du monde WBC des strawweight entre d'un côté, alors pour le challenger, c'est un peu c'était notamment sur l'année 2023, une des grosses étoiles montantes de la boxe japonaise dans son ensemble, avec son frère Jinji Lo, qui est lui aussi devenu champion en strawweight et qui a lui aussi perdu son titre sur un sacré upset. Et donc voilà, Yudai était contre un Philippin en plus, c'est vrai. Et voilà, Jinji Lo était, Yudai était une de ces grosses étoiles montantes. Il était champion, il avait battu notamment Brad Asbury, qui était le fameux tombeur de Moon3. Et donc, suite à cette grosse victoire, sa première défense de titre est face à un ancien champion, un autre ancien champion en la personne de Melvin Jerusalem, ancien champion WBO Destro Weight, qui a notamment, pour prendre ce titre, battu un autre japonais. Et un japonais que j'adore, mais dont j'oublie tout le temps le nom, c'est absolument scandaleux. Taniguchi. Voilà, Aniguchi sur un KO absolument magistral, majestueux. Tous les superlatifs possibles et imaginables sont applicables à ce KO. Un 1-2 fantastique face à un Taniguchi qui a un menton, un guerrier dans l'âme, qui a un menton exceptionnel. Un 1-2 sorti de nulle part, d'une puissance incalculable, sorti des points de Melvin Jerusalem, qui faceplant Taniguchi, qui du coup font que Jerusalem et devient champion pour la première fois dans cette division strawweight. Sauf que pour sa première défense de titre, il est opposé à un gars qui a vraiment pris ses lettres de noblesse depuis un certain Oscar Collazo. Et le moins que l'on puisse dire, c'est que il fait une performance à peu près parfaite face à Oscar Collazo. Sauf que Collazo est trop fort, quoi. Collazo, il met 3 rounds à se mettre dans le rythme. Déjà, à la fin du 3e, c'est dur pour Made in Jerusalem. Et après, 4e, 5e, 6e, 7e, c'est un chemin de croix. Et bon, l'expression est méchante, mais franchement, dans ce combat, Jerusalem, il s'est fait souiller par Collazo. Ouais, c'est très méchant comme expression, mais honnêtement, ça représente plutôt bien le combat. Et il faut revenir de ça. Il faut vraiment revenir de ça, d'autant que c'est pas un KO, un stoppage, un arrêt de l'arbitre. C'est lui qui abandonne ce combat. Donc je pense que psychologiquement, ça va être encore plus dur de se relever d'une défaite comme ça. Sauf que Jerusalem, il va bien s'en relever, puisqu'il va reprendre une seule victoire dans un combat de retour en 8 rounds, décision pas flamboyante, face à un 8-6, 8 victoires, 6 défaites, et il obtient directement son title shot de format WBC face à Yudai Shigeoka. Et du coup, ça va être ma première question pour toi, Louis. Quelle est ton interprétation de ce premier combat? Qu'est-ce que tu penses de ce premier combat? Tu veux dire qu'est-ce que j'en ai pensé quand je l'ai vu, ou qu'est-ce que j'ai pensé du contexte du premier combat dans la catégorie? Les deux. Parce qu'en fait, ce premier combat, je trouve que
La KT des pailles, c'est toujours une KT qui a été un peu mise de côté, surtout depuis Ricardo Lopez et éventuellement Calderon qui a fait un peu péter. Il y a beaucoup de noms qui sont passés par là, il y a Yoka, il y a Roman Gonzalez. Malgré tout, c'est une KT où les gens n'explosent pas là-dedans. Et la faute à deux Thaïlandais qui ont tenu la majorité des titres d'une main de maître pendant très longtemps, même 3 Thaïlandais, parce qu'il y avait Moonsri puis Prat Sabri qui sont échangés les titres, et qui refusaient d'unifier. Donc on avait une KT un peu en stand-by, mais les Thaïlandais ont vieilli, et les sauveurs de cette KT, c'était censé être les frères Shigeoka, qui sont 2 prodiges amateurs japonais, vraiment prodiges. Shigeoka, le grand frère, qui aurait dû faire les JO jusqu'à ce que, donc 2020, jusqu'à ce que sa KT soit enlevée des JO, et le petit n'a jamais perdu un combat amateur. Le seul qu'il a perdu, c'est contre son frère. Il a abandonné seconde 1 à pile ou face. Ils ont décidé qui gagnerait, qui perdrait. Donc on a 2 vrais prodiges qui passent pro en écrabouillant tous sur leur passage. Les Thaïlandais vieillissent et ça semble clair comme de l'eau de roche. Ils prennent les titres. Et ils prennent les titres d'ailleurs tous les 2 en même temps, je crois, une soirée la même soirée. Mais soirée. ce qui est marrant, c'est qu'ils prennent tous deux les ceintures intérimaires IBF et WBC le même soir. Et ça, je crois que c'était en mai 2023. Et en octobre 2023, les deux unifient leurs ceintures intérimaires avec la vraie ceinture de leurs champions respectifs. Donc c'est le dream, quoi, vraiment. Et là, en fait, c'était voilà, les mecs qui avaient ouvert la porte. Ils avaient clairement annoncé dans The Ring, c'est très simple. Honnêtement, il est simple. On fait chacun une unif, puis le grand frère remonte. Ensuite, le petit vient contester. Enfin, vraiment, ils faisaient leur marché. Et on aurait dit à ce point-là qu'ils étaient tout puissants. Et à part les Thaïlandais et les frères japonais qui sont en train de monter, les 3e gros acteurs de la KT, c'est les Philippins, qui ont beaucoup de recul en boxe depuis le départ de Manny Pacquiao, qui sont un peu en perte de vitesse, et qui avaient leur dernier champion en paille jusqu'à ce qu'ils perdent leur titre, notamment contre des Thaïlandais, machin. Et donc on se retrouve avec une KT où il y a encore un Thaïlandais qui est en train de survivre, qui est knockout CP Freshmark, mais il est sur le tard. Il y a les 2 Japonais qui sont en train de tout prendre, et puis il y a les Philippins qui sont vraiment sur leur couloir, et il y a un Portoricain qui passe un peu en travers de tout le monde, qui est donc Koyazo, là où les gens font pas trop gaffe à lui, et de manière ultra surprenante, les 2 Japonais, donc les 2 frères Shigeoka, perdent leur titre contre des anciens champions philippins, qui étaient censés être en gros des challengers qu'ils prenaient pour prendre un nom de la KT, mais sur qui ils étaient censés rouler, quoi, parce que c'est 2 mecs qui étaient censés être sur le tard. Et Jérusalem, comme Tadouran, on va surtout parler de Jérusalem, c'est des mecs qui sont dans la KT depuis très longtemps. Hein. Jérusalem, tu l'as dit, il a été champion, puis il a perdu contre Koyazo, il a perdu contre Moonsri aussi, qui est un énorme champion de la KT de ces dernières années. En 2017, hein. La longévité de Jérusalem commence à être impressionnante. Ce qu'il faut se dire, c'est que les poids pailles, c'est une KT où il n'y a personne qui peut venir repeupler la KT à partir de la catégorie d'en dessous, puisque c'est la plus petite. Donc souvent, les mecs qui restent en paille longtemps, et ça fait une KT où en fait, il y a un vivier de 10-15 boxeurs, mais qui, mine de rien, s'affrontent beaucoup, en fait, et sont extrêmement durables. Donc ça fait qu'ils enchaînent plein de défaites, mais qui sont quand même excellents. Et c'est typiquement le cas de Jérusalem, qui du coup affronte Yudai Shigeoka il y a littéralement 1 an, quasiment jour pour jour, il y a le moment de leur revanche. Et en fait, c'est simple. Jérusalem va se faire découper. Et puis derrière, Shigeoka confirme, il prend une autre ceinture, il l'unifie, puis voilà, ça part. Et il y a une sorte de couac là qui s'effectuait depuis 1 an, parce que donc les 2 frères perdent leur ceinture. Knockout Silver Schwartz revient après 2 ans d'absence. On pensait qu'il allait se faire détruire et il gagne, il conserve son titre contre Alex Winwood, l'Australien. Puis il le perd contre Koyazo. Koyazo récupère par la même occasion la première ceinture The Ring de l'histoire. Et en 1 an, le paysage est complètement transformé, puisque c'était les rois japonais qui font leur marché, et ça redevient les Philippins qu'on avait enterrés qui reviennent, et le Portoricain qui devient en fait le roi de la KT, puisqu'actuellement il a 2 ceintures, et qu'il a battu déjà l'un des 2 autres champions. Donc ça semble vraiment être lui le numéro 1. Et toute cette parenthèse là très bizarre, où il y a eu un chamboulement énorme, elle a l'occasion de se refermer sur le combat de la semaine prochaine. Et du coup, qu'est-ce que je pense du combat Yudai contre Jérusalem ? Ça a été l'ouverture d'une parenthèse très bizarre, le début du chaos en fait, parce que derrière Genjiro perd son titre quelques mois plus tard et ça y est, le cauchemar continue. Donc c'est une énorme surprise, vraiment, c'est un très très gros upset ce qui s'est passé. Alors évidemment, c'est à l'échelle de la KT qui n'est pas hyper suivie et qui n'est pas hyper médiatisée et machin, donc ça a été un upset pour les 15 personnes qui suivaient la KT. Mais c'est un gros upset. Et ça rebat vraiment les cartes, quoi. Et après le combat en lui-même, en fait, moi, perso, je vois Shigeoka devant. Je sais pas trop à quel point, toi, tu avais aussi ce scoring au pointage, mais le combat est très serré. Je sais pas à quel point tu veux qu'on l'analyse un peu tout de suite ou maintenant plus tard, parce que ça va être... Ouais, on peut le faire tout de suite. Mais en fait, j'ai l'impression que surtout, Jérusalem gagne beaucoup de points au début du combat, en prenant un Shigeoka qui est un peu à froid, et qui est pas vraiment dans son combat, et qu'assez vite, Shigeoka reprend le début, et que malheureusement, au 6ème, il se fait contrer, il se prend une droite alors qu'il est un peu déséquilibré, il se met sur les fesses, et du coup, il perd le round avec un knockdown. Et que du coup, c'est ce qui fait qu'à la fin, il perd au point, en fait. Mais perso, je le trouve, en fait, et j'ai vu un peu les scores des gens, les scores des juges, ils sont pas forcément en accord avec moi, donc c'est peut-être moi qui n'ai pas vu du tout un combat intéressant. Enfin, j'avais peut-être de la merde dans les yeux quand j'ai vu le combat,
Mais en fait, je trouve que Shigeoka, quand même, domine pas mal le combat, en fait. Et perso, malgré les 2 knockdowns, parce que du coup, il se fait knockdown au 3 et au 6, en fait, je l'ai devant au point à la fin, Shigeoka. En fait, pour moi, ce combat-là se joue vraiment aux tout derniers rounds qui sont exceptionnels. Les 3 derniers rounds sont Ouais. incroyables. Allez les voir. Et même Tout à le fait. 9e est vraiment très bon. Et donc, en fait, pour moi, mon interprétation du combat, c'est déjà, on sent que Yudai prend un peu Jérusalem par-dessus la jambe dès le premier round. Sauf Ouais. que Jérusalem, il prend pas le combat par-dessus la jambe. Dès le premier round, il connecte Yudai au corps avec des body shots monstrueux. Et Yudai, il a mal. Hein. Il a très très mal sur la deuxième moitié. Il n'est pas loin de tomber sur la fin du premier round à plusieurs reprises et la fin du premier round est très très dur. Le deuxième round, il revient tranquillement. Voilà, il a la maîtrise de la distance, il a la maîtrise du rythme, il place une très belle accélération, je ne sais plus à quel timer. Donc voilà, il prend le deuxième round sans trop sourciller, il se recompose. Et la troisième round, je ne sais plus à quel timer encore une fois, mais le début de round est plutôt à l'avantage de Shigeoka. Sauf qu'à un moment, il met une bonne pression sur Jérusalem, il fait pas gaffe. Jérusalem place un pull counter monstrueux et Yudai prend son premier knockdown en carrière, je crois. Ouais. En tout cas, carrière pro. Ouais. Donc voilà, gros knockdown. Sauf qu'en fait, il n'est pas spécialement sonné. Quatrième round, il recompose, il reprend. Cinquième round, pareil. Il reprend. Très, pas décisif, mais clair. Voilà, c'est clair. Et puis, sauf que il y a le sixième round, encore une fois, et le sixième round est particulièrement explosif pendant la première moitié. Et si je me souviens bien, c'est aux alentours d'1 minute 30 que Shigeoka lance une attaque vraiment pas bien défendue et que Jérusalem place un 1-2 fabuleux. Encore une fois, un 1-2 en contre fabuleux et deuxième down de Shigeoka. Donc 2 rounds à 18. Ensuite, encore une fois, le 7e round dans la même vibe que les 4e et 3e round après un round de knockdown. Très serré cette fois. Enfin, le 7e round pour moi est vraiment un des rounds les plus serrés du combat. Je le donne à Shigeoka. Le round 8 est pour moi un très grand round de Jérusalem. Et à partir du 9e, plus le temps passe et plus ça vire au dogfight et plus ça vire à la guerre de tranchées et plus ça vire à un combat où les deux vont au bout d'eux-mêmes et c'est très impressionnant. Et à partir du 9e, qui pour moi est vraiment à l'avantage de Shigeoka, j'arrive plus à scorer. Le 10e round, il est très serré. Je pense que je donne un chouïa plus à Shigeoka, mais c'est un jet de pièce. Et les 2 derniers rounds, j'arrive pas à les donner. Vraiment, pour moi, ces 2 rounds, c'est des 10-10. J'arrive pas à les donner à l'un ou à l'autre. Je pense que tu as vraiment très bien résumé. Moi, il se trouve qu'en fait, tous les derniers, je les donne à Shigeoka quasiment, je crois. Ouais. Mais en fait, ils sont tous serrés. Juste, il se trouve que je vois Shigeoka devant parce qu'à chaque fois, je le vois genre 60-40 dans les rounds, quoi. Mais tu l'as dit, c'est vraiment très serré. Ouais, et pour moi, le 11e round, vraiment, pour moi, il est quasi impossible à scorer. Et je pense que c'est le meilleur round du combat, honnêtement. Mais voilà, ce 11e round est assez incroyable. Et peut-être que si je devais vraiment choisir un vainqueur, je le donnerais à Jérusalem. Mais franchement, ça se défend totalement. Ça se défend totalement. Je sais pas. C'est lui qui a vraiment remporté le combat. Ouais, et effectivement. Et donc, à la fin, c'est une split decision très logique. Et c'est Jérusalem qui, de façon très logique, remporte ce combat. Mais vraiment, ce combat, en fait, les 8 premiers rounds sont pas extrêmement spectaculaires, sont pas les plus rythmés, mais sauf qu'il y a toujours au moins une séquence dans le round qui est super impressionnante, super explosive, où vraiment les deux marquent très solidement. Et les 4 derniers rounds sont d'une intensité très, très, très haute. Et du coup, je trouve que tu as résumé vraiment super bien le combat avec tous les changements d'ennemis qu'il y a eu. On voit, comme tu l'as dit, que Yudai a vraiment pris de haut Jérusalem et qu'il ne rentre pas du tout dans son combat très vite. Ce qui est très en accord avec ce que je disais tout à l'heure, du fait qu'il se pensait un peu roi de la division avec son frère. C'était vraiment l'image qu'il donnait. Donc un peu, c'est probablement un surplus d'arrogance à ce niveau-là. Après, ils sont encore jeunes, hein, donc c'est pas forcément étonnant. Ils ont, je crois, 27 et 25 ans. Donc, je crois que Jinjiolo est bien plus jeune que ça, je crois. 24 peut-être. Il me semble qu'il est 99 quand même. Mais bon, bref. D'accord. Non, il a 25. D'accord. Des types qui sont encore assez jeunes. Et en même temps, moi, en fait, du coup, j'ai surtout l'impression que Jérusalem remporte la plupart des points parce qu'en fait, il chope un Yudai qui n'est pas dans son combat. Et typiquement, j'ai l'impression que les 2 fois, quand il va au sol, alors il n'y a pas de souci, c'est des knockdowns, il n'y a aucun problème, c'est tout à fait arbitré comme il faut. Mais c'est sur des erreurs de Shigeoka. Ouais, c'est ça. Et en fait, c'est limite juste, il est un peu en déséquilibre, il se prend, limite, il se fait pousser par un coup, il tombe en fait. Et alors, le premier knockdown, un peu moins, il est quand même, sa jambe, elle touche, mais il n'est pas touché, mais c'est quand même un gros truc. Le knockdown du round 6, c'est vraiment. Sur le premier knockdown, c'est aussi l'angle de la frappe de Jérusalem qui est très compliqué à prendre. Voilà, c'était en fait un pull counter, mais un peu en crochet en gros. Et donc en fait, ça prend vraiment Yudai sur son côté faible. Et du coup, il tombe très vite. Tout à fait. Mais en même temps, je le sens, comme tu l'as dit, jamais vraiment touché. À la limite, là où il est le plus touché, en fait, c'est au premier par le body shot. Et qu'on voit, je trouve ça assez flagrant, dans les premiers rounds, il est quasiment statique, Shigeoka.
Il bouge rien, il prépare rien, il bouge pas, et d'un coup, il explose en envoyant un jab, et c'est tout. Et forcément, quand tu fais ça, Très alors du précis. coup, en termes de cardio, il dépense rien, hein, mais forcément, quand tu fais ça, bah, normalement, le mec en face, il te frappe, quoi. Et en fait, limite, je trouve que c'est pour ça que je sais pas trop à quel point ce sera. Alors encore une fois, hein, sans rien enlever à Jérusalem, qui est venu le couteau entre les dents et qui a fait le combat de sa vie et le combat qu'il fallait faire. Vraiment, sans rien lui enlever, il a fait un combat génial. Je sais pas trop si c'est pas en fait plus Shigeoka qui jette le combat par la fenêtre en vraiment considérant qu'il est invincible, quoi. Bah, Et c'est pour ça que pour la revanche, je sais pas trop si en fait on va pas avoir un Shigeoka qui va en fait faire Ouais. un combat où il va arrêter de prendre de haut son adversaire. Ouais, je saurais pas trop dire parce que aussi, moi, j'ai aussi, pour préparer cette vidéo, j'ai revu le Yudai contre Pradasbri Ouais. et je trouve les cartes à 119, 109 extrêmement larges. Pour moi, c'est un Ah combat oui, bien oui. plus serré que que le discours général veut bien en dire. Pour moi, c'est vraiment un combat très serré et je trouve pas Yudai si décisif que ça sur la plupart des rounds. Et je trouve même que les séquences les plus significatives du combat sont à l'avantage de Pradasbri personnellement. J'ai pas revu ce combat pour la Presium, je l'ai vu il y a un an quand ils se sont combattus. Et je crois que j'avais un 116-112 ou 117-111 pour Yudai. Ouais. Et Alors, en fait, j'ai je pas pris trouve le temps que. de le scorer, mais pour moi, c'est un combat très très serré. Et en fait, pour moi, c'est parce que c'est pour ça aussi que je préférais Ginjilo à Yudai, en tout cas que je le considérais comme étant meilleur. Et c'est parce que Ginjilo a beaucoup plus ce punch, ce factor X que Yudai. Et d'ailleurs, c'est ce qui lui manque contre Jérusalem. Il lui manque ce moment où il arrive à vraiment ébranler Jérusalem et à choper le point de knockdown qui s'est fait prendre par Jérusalem. Euh, et c'est une boxe, là, on n'a même pas vraiment parlé de leur boxe, hein, mais Yudai, c'est une boxe qui est très bizarre. Justement, c'est le point suivant. Super. Donc, vas-y, tu définis Moi, je trouve que Yudai Yudai, Shigeoka. c'est une boxe qui a la même que Ginjilo, hein, globalement, sauf que Ginjilo est un peu plus explosif et frappe un peu plus fort. Ils sont tous les deux gauchers, et en gros, ils ont une posture assez droite, une main avant qui est du coup très étendue. En fait, c'est à la limite de l'inégalité, hein. Vraiment, parfois, elle est juste tendue comme ça. Elle est même pas un petit peu recroquevillée. Un peu ce que faisait beaucoup Larry Holmes à l'époque ou Lennox Ouais, Lewis. typiquement. Typiquement. Mais Et le c'est truc des qui mecs est qui. intéressant, c'est que ce genre de posture de bras avant, on le voit quasiment pas en garde ouverte. Les Southpaws utilisent très très peu ce genre de technique. Ils ont beaucoup le bras en avant, mais pour chasser le bras avant de leur adversaire et gêner leur bras avant pour éviter qu'ils travaillent de leur jab. C'est ça la technique de base d'un Southpaw, c'est gêner le bras avant de l'adversaire, ce que ne fait quasiment jamais Yudai. Yudai, il tend son bras avant pour un peu gérer la distance, sauf que c'est pas du tout efficace. C'est un peu efficace en garde fermée, mais c'est pas du tout efficace en garde ouverte. C'est en tout cas très space. Et après, du coup, c'est des types qui restent quand même assez à l'extérieur, qui se défendent beaucoup en reculant, machin, pas tant de mouvements latéraux, et qui en fait explosent à des moments, pour le coup très très explosif hein, comme boxeur, avec des jabs, avec un direct, et éventuellement avec le crochet, soit crochet avant à la tête, soit crochet arrière au corps, souvent. Et notamment, le petit frère a mis un KO comme ça, avec un énorme crochet au corps, je crois que c'est contre Amparo qui KO très tôt. Et du coup, ça fait des gars qui en fait sont finalement, genre, je vais pas dire répétitifs, mais tu sais ce qu'ils vont faire juste, ils vont prendre de vitesse, ils vont prendre de force. C'est visible. Et ouais, c'est ça. Mais en même temps, bah, c'est. Alors, contre contre Jérusalem, à un moment, il sort un peu de son combat, et comme tu dis, il rentre un peu dans un dogfight, donc il sort un peu de cette stratégie. Mais en même temps, jusqu'à présent, bah, ça a quand même plutôt bien marché. Parce que c'est simple, mais plutôt efficace en fait. 1-1-2, un crochet, et puis juste, bah, il a 30 de vitesse et il a 30 de force. Et en vrai, alors évidemment, l'avantage, enfin, le gros inconvénient, c'est qu'il y a très peu de préparation d'attaque, et encore moins au tout début du combat contre Jérusalem, où j'insiste, Yudai est statique, vraiment. Il n'y a même pas un petit mouvement de feinte, statique. Donc forcément, Jérusalem ne les prend pas. Et pourtant, bah, ils ont quand même eu du mal à se faire arrêter jusqu'à présent. Donc bon. Enfin voilà, donc c'est un style de boxe qui est très atypique et qui évidemment a plein de failles, hein, très peu de mouvements latéraux, qui je pense peut être exploité par des gens qui arrivent à contrer leurs petits trucs pour un peu les timer, vraiment vis-à-vis de tête, donc dans les phases de corps à corps, leur stratégie marche plus, donc ils sont obligés d'utiliser d'autres outils qu'ils maîtrisent comme il faut, hein, mais qui ne sont pas leurs outils de base. Donc bon, voilà, il y a d'autres choses à en dire. Mais en fait, c'est très simple et pas si inefficace, je trouve. Toi, je sais pas trop ce que tu en penses à ce niveau-là. Ben, en fait, moi, je trouve que la stratégie de Yudai, j'ai pas revu les combats de Jinjiro, hein, mais ouais, j'ai vraiment juste revu les combats de Yudai. Mais je trouve que Yudai, en fait, sa stratégie, la façon dont il aborde le combat est pertinente vis-à-vis de sa carrière, de son physique, mais
mais pas cohérente avec là où il est vraiment fort. Parce que pour moi, là où il est le meilleur, c'est dans l'infight. C'est vraiment dans les distances de corps à corps et à mi-distance, c'est là où il est très bon. Dans sa globalité, il est vraiment précis, que ce soit en termes de ratio coup envoyé, coup lancé, qui est vraiment très bon, ou en termes de placement de coups, c'est vraiment très bon là aussi. Et là où il est très fort pour moi, c'est quand il est dans l'infight et qu'il combine ses combinaisons. Il n'y en a pas assez. Généralement, il y a une séquence où il combine par round, ce qui généralement lui permet de prendre les rounds, mais c'est souvent une séquence dans un round où il place une combinaison, et cette combinaison est géniale. Elle est vraiment super, elle est précise, elle est bien construite. C'est un peu toujours les mêmes, certes, mais c'est toujours très. Mais en fait, le truc, c'est que ses adversaires n'arrivent pas à contrer ces séquences-là, parce qu'ils les placent avec une telle maestria, avec un tel sens du rythme, un tel sens du timing, qu'ils peuvent pas. Que ses adversaires ne peuvent pas contrer. Et ça, c'est vraiment là où c'est très paradoxal, c'est que généralement, il reste à longue distance, il laisse à longue distance de jab. Alors, il a une bonne gauche en ligne ou en overhand, elle est plutôt bonne, mais c'est une de ses faiblesses pour moi, son jab est pas adéquat avec son style, avec ses grosses forces en fait. Et aussi, Ce qui me fait du coup me demander si leur style est pas plus adapté à Ginjilo en fait que à Yudai. exactement. Ginjilo qui je trouve pour le coup s'en sort un peu mieux dans ce style-là. Mhm. Donc, Effectivement. peut-être intérêt à... Voilà. Non, alors aussi, par contre, Yudai, il a une très très bonne gestion du combat de manière générale, mais notamment du rythme et de la distance. Je trouve que c'est très très bon de ce côté-là. Et c'est un gars qui a un menton impressionnant. Ouais, et Jérusalem, c'est pas le plus gros puncher de la division, mais c'est un gars qui frappe et qui surtout frappe très bien en contre. Et Yudai, tous les coups qu'il prend, ouais, il peut avoir des moments où il va au sol. Ouais, il y a des moments où il peut vaciller, mais il récupère très vite. C'est un gars qui a un excellent menton et qui a d'autre part une très bonne capacité de récupération. Et d'autre part, il est très durable. Hein. Il peut aisément faire des 12 rounds à haute intensité, ça ne le gênera jamais. Donc voilà, ça c'est aussi un bon truc. Et c'est un peu plus de l'ordre de la sensation, mais je trouve que c'est un gars j'ai le sentiment que c'est un gars qui a un bon coup d'œil au global. C'est un gars qui a plutôt l'œil pour les contres et qui, même en termes de réactivité, est pas si mal que ça. Mais en fait, j'ai l'impression que c'est plus sa stratégie et son fight IQ qui est pas en phase avec qui est pas suffisamment bien en phase pour que ce coup d'œil soit efficace. Et alors, par contre, en termes de faiblesse, sa défense est assez catastrophique au global. Il est très très ouvert, notamment parce qu'il a le bras avant qui n'est pas du tout au bon endroit. Encore une fois, c'est un peu sa distance. Hein. Tu l'avais dit pour Teladji, hein, la distance et la défense. Mais encore moins, beaucoup moins bien à mon sens. Ouais, totalement. Voilà. Bon, son fighting IQ, je le trouve pas ouf actuellement. Alors, il est capable de faire quelques ajustements. On l'a vu face à Jérusalem dans leur premier combat, mais je trouve qu'il aborde pas les combats. Ouais, j'ai le sentiment qu'il aborde pas les combats avec la bonne stratégie. Il sait bien s'adapter, mais il réfléchit pas assez en amont des combats, je trouve. Par moment, je pense que ça, c'est vraiment dû à l'arrogance énorme qu'ils ont eue fin d'année dernière. C'est vrai. Bon, alors, comme je dis, ces grosses combinaisons qui lui fait gagner des rounds, il n'y en a pas assez. Il est trop patient d'une manière générale. Il laisse trop filer les rounds et il attend trop que son adversaire se découvre pour placer sa grosse combinaison et gagner le round. Et ça, en termes de stratégie, c'est très très risqué parce que il suffit de bien travailler sur 3 minutes pour compenser le retard que tu prends sur des grosses accélérations. Donc, ça peut te faire perdre des rounds très 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 vite. Je trouve son ring cutting vraiment pas bien. Vraiment, Jérusalem. Alors, Jérusalem, c'est un gars qui a de bons déplacements, qui a un bon placement dans le ring et qui a de bons déplacements au global. Mais même face à Pradasbri, qui est pas aussi bon dans cet exercice que Jérusalem, il a galéré comme c'est pas permis à le cadrer. Donc, pour moi, son ring cutting est vraiment pas bon. Voilà, son jab, j'ai déjà évoqué. Il est sujet au contre. Voilà, les deux knockdowns qu'il prend face à Melvin Jérusalem, c'est en contre. La plupart des bonnes séquences de Jérusalem dans le premier combat, c'est des contres. Donc, voilà, il est très sujet au contre de manière générale. Pradasbri aussi, il avait beaucoup touché en contre, notamment. Et enfin, on l'a dit, il est très prévisible. Vraiment, il fait tout le temps plus ou moins la même chose à chaque round. Il y a très peu d'adaptation au global. Donc, il est vraiment très, très prévisible. On sait ce qu'il va faire, quoi. Ouais. Et du coup, pour passer au champion, Melvin Jérusalem, comment est-ce que tu nous définirais ce champion je trouve que c'est un boxeur qui est dur à définir. Je sais pas trop à quel point tu seras d'accord. Parce que là, je trouve que c'est un type qui est très bon, ça se voit dans son palmarès, ça se voit dans la manière dont il gère ses combats. Mais en parallèle, c'est un type qui, je trouve, n'a pas d'énormes faiblesses évidentes, et en parallèle, n'a pas d'énormes forces évidentes.
Alors, on l'a dit, son 1-2 est bon. Il a mis Taniguchi sur les fesses comme ça. Il a contré Yudai plusieurs fois comme ça. Donc, il a une bonne droite en ligne. Mais ça, c'est des choses classiques qui fait bien. Est-ce que je définirais Jérusalem comme un type avec un 1-2 excellent ou est-ce que je le définirais par ça? Ou est-ce que dans les top des meilleures droites en ligne, je le mettrais dedans? Bah, je suis pas sûr, tu vois. Et je Et trouve ben, que c'est un type qui. Toi, peut-être, du coup, pour le coup. non, en fait, le truc, c'est que je trouve qu'il fonctionne très très bien en garde ouverte. C'est un des rares orthodoxes qui Mmh. fonctionne super bien dans les gardes face à des southpaws. Enfin, ouais, c'est assez rare de voir des orthodoxes qui sont presque plus à l'aise face à des southpaws que face à des orthodoxes. Et Je t'avoue, je m'étais généralement, jamais fait la réflexion, mais c'est peut-être entièrement possible dans ce que tu me je dis. pense que c'est ça en fait. Alors, cette réflexion, faut pas juste regarder son combat face à Colazzo pour l'avoir, mais c'est juste que ces deux prises de titre, c'est face à des Southpaw et ça fonctionne super bien. Il fait de très bonnes performances. Donc je pense que c'est un gars qui est surtout excellent en garde ouverte. Et après, de toute façon, contre Coliezo, comme on l'a dit, hein, autant à l'époque, quand il bat Jérusalem, je me dis pas que c'est le futur numéro 1 de la KT. Là, c'est assez clair. Hein, en un an, il s'est imposé comme le gros roi. Perdre contre Coliezo, il n'y a aucun souci. C'est vraiment, faut pas rougir de ça du tout, clairement. Mais ouais, ok. Donc en fait, ok, toi tu verrais que du coup, c'est plutôt ça la grosse caractéristique de Jérusalem. Parce que moi, du coup, voilà, je trouve que c'est un peu le type qui est bon partout, excellent et nul nulle part. Et je trouve que c'est un type qui est du coup en fait assez adaptable à plein de situations et qui va faire en sorte qu'il donne des combats sérieux à plein de gens, qui perd aussi des combats contre plein de gens. Ce qui en fait est assez en accord avec. Bon, je dis ça, il a trois défaites, hein, c'est pas non plus, c'est pas non plus le mec qui gagne les combats Ouais, sur et deux. puis il faut Mais voir les 3 défaites quand même. Hein, ouais. Il y a Moulsry, on l'a déjà dit, en plus c'était à l'époque où Moulsry était intouchable. J'avoue, juste, il perd son combat retour contre un mec que je connais pas trop, qui s'appelle Canoï. Qui a Ouais, peut-être fait oui, c'est vrai. des. Mais ouais, Mais après, c'est mais vrai que pas bon, non plus. il perd contre Coliezo, comme tu l'as dit, il faut faire les 3 défaites. Hein, c'est pas non plus, il a quand même perdu contre le gradin de la division, hein, Jérusalem. Ouais. Donc, ce qui aussi, quelque part, montre peut-être que Yudai appartient peut-être pas à cette élite. Hein. On nous l'avait vendu comme, et je suis parfaitement rentré dans le train. Mais bon. Mais ouais, et toi, du coup, bon, on s'écarte un peu la Ouais. boxe de Jérusalem. Et toi, ouais, du coup, comment tu vendrais un peu la boxe de ce gars? D'un côté, moi j'aime bien Jérusalem parce que c'est un gars qui est très fondamental, qui est très académique. J'aime beaucoup sa posture, j'aime beaucoup son écartement de jump, j'aime beaucoup sa garde. C'est un gars qui est très très fondamental. Je trouve que, ouais, comme tu as dit, c'est un gars qui est très adaptable et qui a un bon fight IQ, qui je trouve aborde des combats avec une stratégie qui est généralement assez bonne. Alors, ouais, il est un peu répétitif certes, mais moins que Shigeoka. Je trouve qu'il y a quand même des petites adaptations en fonction de ses combats qui sont très bonnes. Voilà, je l'ai déjà dit, pour moi, il est incroyable en garde ouverte. C'est assez impressionnant. Il est très bon en single attack. Donc, la single attack, juste pour s'accorder sur le terme, pour moi, single attack, jab, cross, c'est une single attack, c'est pas un combo. Pour moi, le jab, pour moi, c'est pas une attaque, c'est plus une préparation d'attaque. Donc, jab, crochet, pour moi, c'est une single attack. Et pour moi, Jérusalem, il est très très bon dans ce genre d'exercice. C'est un gars qui a de bonnes feintes, je trouve. Donc, global, ses feintes sont vraiment pas mal. Il a un très bon C'est vu timing, au début du combat contre Shigeoka où il y a Shigeoka qui notamment. est statique, qui fait la statue, et Jérusalem qui chope comme ça. Ouais, très bon timing. J'aime beaucoup ses déplacements. C'est pas des déplacements virevoltants à la Floyd Mayweather, à la Roy Jones, etc. Mais c'est vraiment des déplacements fondamentaux, précis, minutieux et très, très, très plaisants au global. Et enfin, je trouve son travail au corps excellent. Très, très bon travail au corps au global. On l'a vu face à Shigeoka. Si je me souviens bien, son KO, sa prise de titre WBO, son 1-2 est set-up par des coups au corps à la base. Donc voilà, très, très bon bodywork au global. Ses faiblesses, son bras avant est plutôt adéquat dans des combats en garde ouverte. Le truc, c'est que je pense qu'il y a vraiment moyen de peaufiner son jab. Et je pense que c'est surtout et je pense que c'est quelque chose qui pourrait servir à peaufiner une autre de ses faiblesses et ses combinaisons. À l'offense, je trouve qu'il n'a pas de très bonnes combinaisons à la tête. Au corps, c'est un peu différent, mais à la tête, je trouve qu'il n'a vraiment pas de bonnes combinaisons et qui partent notamment du fait que son jab ne sert pas assez de son jab pour construire ses combinaisons. Et ses combinaisons, la shot selection est pas mauvaise, mais c'est surtout qu'il manque cruellement de précision dans ses combinaisons. Et au final, dans ses faiblesses, j'en vois juste une. Et c'est même pas une faiblesse à part entière, on va dire. Mais sinon, ouais, comme tu as dit, c'est un gars qui est complet et je vois pas de très grosses faiblesses. Le truc, c'est que il y a une phrase qui régit les sports de combat depuis quelques années maintenant et qui est juste parfaite, c'est There are levels to this game. Et je pense que effectivement, Jérusalem, c'est un gars qui est un A-fighter, mais qui a pas de quoi
percer ce plafond de verre entre Edge Fighter et Elite Fighter. Est-ce que Yuda est là? Ça se confirmera sur ce combat. Mais ouais, pour Ouais. moi, Jérusalem, c'est un excellent boxeur qui n'est pas un Elite Fighter. Et c'est aussi pour ça que c'est peut-être un très bon coup de le mettre contre Yuda il y a un an, tu vois, pour essayer de voir si sur Yuda le y papier, avait. c'était ça, ouais. Et ouais, non, je suis assez d'accord. Et je sais pas trop si tu veux du coup parler un peu de comment tu vois cette revanche aussi. Moi, personnellement, j'ai rien à rajouter par rapport à ça, donc on peut s'en aller sur voilà, comment tu Ok. verrais ce combat. En fait, moi, comme je l'ai dit, je voyais Yudai gagnant sur le premier combat. Pour moi, ce qui a fait que Yudai il a perdu, c'est que pas assez d'activité. En gros, il a mis trop de temps à entrer dans son combat, donc il perd des reprises au début qu'il pourrait gagner. Et il a été trop, comment dire, j'allais dire carefree en anglais. Il a été trop un peu insouciant dans certaines manières, et notamment d'attaque. Et du coup, il se fait trop contrer vraiment bêtement sur des erreurs. Vraiment, il se jette, il se fait choper par une 2 en équilibre. Enfin, et en fait, j'ai l'impression que Yudai a juste, je pense qu'il se contentera pas de faire ça, mais qu'il a juste à être plus sérieux. Et je pense qu'il va tenter de faire plus. Typiquement, je pense qu'il a moyen d'essayer peut-être de tourner un peu en utilisant des déplacements latéraux qu'il utilise très peu. Peut-être juste d'être un peu plus explosif. Je suis pas sûr que Jérusalem arrive à suivre. Peut-être juste de bosser un peu plus au corps. Il le faisait un peu, mais pas tant que ça au début du combat. Donc, je vois mille et une manières qu'Yudai a d'essayer de juste faire un peu plus. Mais j'ai l'impression que la seule chose qu'il aura à faire, c'est être plus sérieux. Parce qu'en soi, sa stratégie de combat, elle est simple, mais en fait, elle est efficace, quoi. Donc, et du côté de Jérusalem, j'ai l'impression que de toute façon, c'est un type, comme on l'a déjà un peu dit, qui peut s'adapter à beaucoup de choses, et qui, je pense, va un peu essayer de refaire ce qu'il a fait au premier combat, quoi. Donc, essayer de contrer, essayer de pas prendre des coups, essayer de travailler au corps, essayer de se déplacer, essayer de, tu vois. Je pense pas qu'il ait grand-chose de plus Pour à le coup, proposer. par rapport au premier combat, je trouve que Shigeoka a plus d'ajustements à faire que Jérusalem. Ouais, donc pour les quelques petits ajustements que je verrais pour Jérusalem, d'une part, peaufiner son jab. Pour moi, c'est important. D'une part, pour encore plus gêner Shigeoka, parce qu'en plus, à la fin du combat, l'œil l'œil droit de Shigeoka avait vraiment bien enflé, et je pense que c'est beaucoup dû au travail du bras avant de Jérusalem. Mais je pense que s'il peaufine encore plus ce travail du bras avant, d'une part, ça va plus gêner Shigeoka, et d'autre part, ça lui permettra de mieux peaufiner ses combinaisons et de mieux peaufiner son côté offensif qu'il a vraiment manqué dans le premier combat, et ce qui lui a fait perdre pas mal de rounds et qui a fait que c'était une split decision. Donc pour moi, peaufiner son jab pour upgrade ses combinaisons, c'est assez important. Et d'autre part, c'est améliorer d'autre part, augmenter son travail au corps. Il a parfaitement touché au premier round. Sur des travails au corps, son travail au corps au premier round est excellent. Mais à un moment, il arrête. Il arrête complètement. Il travaille quasiment plus au corps. Du 2e au 8e, il travaille plus du tout au corps. Et à partir du moment où le combat redevient serré, c'est en grande partie parce que Jérusalem travaille beaucoup plus au corps à partir du 9e. Et pour moi, c'est vraiment très important qu'il travaille beaucoup plus au corps et plutôt dans le combat. Et le dernier point, en revoyant certains combats de Shigeoka, j'ai trouvé que quand ses adversaires avaient un bon jeu de mouvement de tête, sa précision baissait beaucoup, notamment face à Pradavri, même dans certaines séquences dans le premier combat face à Jérusalem. Quand il est en face de lui un gars qui travaille, qui a un bon jeu de mouvement de tête, qui esquive bien, c'est beaucoup plus difficile pour Shigeoka d'être suffisamment précis. Donc, niveau défensif, il y a une bonne garde. Et je pense que rajouter un peu une palette de mouvements de tête, ça peut être très pertinent dans une stratégie face à Shigeoka. Ouais. Voilà. Et du côté de Shigeoka, en termes de game plan, pour moi, pareil, c'est le même élément. Peaufiner son jab, pour moi, c'est essentiel. Et pas que pour face à Jérusalem, mais pour sa carrière de manière générale, pour moi, c'est essentiel qu'il travaille vraiment son jab. Voilà. Et même pas forcément de l'utiliser comme un combat de southpaw, parce que je pense que les 2 prochains combats, enfin les prochains possibles combats pour Shigeoka, s'il l'emporte, ce sera face à Taduran et face à Collazo. Et face à ces gars-là, travailler le jab. Enfin, tu peux pas juste te contenter de travailler comme tu le fais en garde ouverte, parce que ce sont aussi des southpaws. Donc ce sera des combats en garde fermée. Donc pour moi, travailler le jab vraiment de façon plus académique, ou d'une autre façon, ou travailler un peu soit en flicker jab ou autre, je sais pas. Mais travailler le jab, pour moi, c'est essentiel, non seulement pour ce combat, mais aussi pour la suite de cette carrière. Et là où je pense que j'aurais un petit peu où je ne serais pas tout à fait en accord avec toi, c'est que pour moi, Shigeoka a tout intérêt à mettre la pression et à travailler à mi-distance. Je pense quand même qu'à les longues distances, Tu penses plus à se rapprocher.
Je pense que Shigeoka à longue distance est un peu moins bon que Jérusalem, en tout cas tactiquement, parce que les combats à longue distance, c'est plutôt des combats tactiques. Et je pense qu'à ce jeu, là, Jérusalem est un peu meilleur que Shigeoka. Par contre, dans l'infight, c'est là où Shigeoka a touché. Dans le premier combat, c'est là que Shigeoka a complètement touché. C'est là que Jérusalem s'est fait salement démonter face à Corazzo. Pour moi, c'est vraiment dans l'infight que Shigeoka doit aller et doit chercher à prendre Corazzo. Donc, mettre la garde, mettre la pression tout le long du combat, une pression, pas forcément une pression des enfers à la Rollo César Chavez, mais mettre la pression, améliorer son aim cutting, monter la garde, resserrer la garde et aller chercher l'infight. Pour moi, il est bien meilleur dans ces cas-là. Il a un bon travail au corps, comme tu l'as dit. Aller chercher le corps, ça peut être très intéressant. Mais voilà, de manière générale, dans ses combinaisons, il alterne corps-face de façon très intelligente. Donc, voilà, pour moi, il doit absolument chercher le. Et ça va un peu en contradiction avec sa façon d'amener les combats de manière générale. Donc ça, c'est vraiment une grosse adaptation à faire, mais je pense qu'il en serait vraiment gagnant face à Jérusalem. C'est pour ça que du coup, je me demande si en fait, ce serait pas plus qu'une tactique de combat, un changement de style, ou qu'il faudrait, tu vois, une transition en tout cas. Et même par rapport à ça, et globalement, je pense même qu'il serait plus à l'aise de façon générale avec ce style-là. Ou alors, s'inspirer de ce que fait Tenshin Nasukawa à l'heure actuelle et mettre une pression, mais une pression mesurée pour chercher le contre et combiner à partir de là. C'est beaucoup ce que fait Tenshin Nasukawa et je pense que c'est un truc qui pourrait très bien correspondre à Yudai Shigeoka. Je pense quand même qu'il aura des moments de déplacement, je sais pas s'il arrivera à bouger un peu comme ça, et tu vois. Mais après, il est vif de bras aussi. Hein. Il est vif et explosif, Yudai. Hein. Donc il pourrait. Ouais, et notamment, il a de très bons. Pas de retrait. Ces pas de retrait sont vraiment très bons. Donc je pense que travailler là-dessus, ça peut être très très bon. Clairement, et ensuite, mettre la pression et quand l'adversaire avance, d'autant qu'il est plus grand que la plupart de ses adversaires, donc avec une bonne maîtrise des distances et qu'il a une bonne maîtrise des distances au global, mettre la pression pour forcer son adversaire à venir faire un pas de retrait, le contrer, remiser et combiner à partir de là, je pense que ce serait vraiment très bon. Et ça n'empêcherait pas de gérer le combat comme il le fait. Et pour moi, vraiment, sa tactique, là, elle est très bonne face à des gars limités, mais face au gratin de la division, même pour les standards des strawweight, pour moi, il y a vraiment un gros upgrade à faire d'un point de vue stratégique et stylistique. Clairement. C'est sûr qu'on a vu des limites d'un Shigeoka qu'on pensait pouvoir péter tous les plafonds. Clairement. Voilà. Et du coup, comment est-ce que tu verrais ce combat ? En vrai, moi, je vais rester fidèle. Alors bon, évidemment, je suis sûrement biaisé à la fois dans la vision que j'ai eue du premier combat et dans la vision que j'ai de la revanche, parce que je suis quand même pas mal dans le coin de Shigeoka, plus que dans le coin de Jérusalem. Bon, même si je suis surtout dans le coin de Ginjiro, disons que ce combat d'Yudai, il est quand même très symbolique. Une victoire avec Yudai, ça relancerait vraiment les deux frères. Donc en fait, moi je verrais une victoire de Shigeoka, probablement au point, un peu plus décisif que la fois d'avant, même si je le verrais encore perdre quelques rounds. Donc voilà, moi je vais probablement une faire comme ça, et parce que je pense qu'il aura pas le punch pour stopper Jérusalem, et j'ai l'impression que c'est juste qu'il fait un peu mieux que ce qu'il fait, il peut déjà remporter un ou deux rounds de plus et passer devant le point, quoi. Donc moi c'est comme ça que je verrai ce combat là. Petit point code de Paris, toujours sur Unibet, Yudai Shigeoka est favori à 1,45 et Jérusalem underdog à 2,40, donc ça fait quand même un bel écart, c'est au-delà du 60-40. Ils doivent considérer qu'il y a eu un gros upset la dernière fois et que Jérusalem n'arrivera pas à répéter. Je sais pas si j'irai quand même à ce point-là en vrai, je dis ça, mais en fait, je trouve que Jérusalem, c'est un type dangereux, machin. Mais j'ai quand même du mal à... Enfin, disons que je serais vraiment surpris s'il arrivait à battre Shigeoka encore une fois et que Shigeoka fait pas n'importe quoi. Parce que pour moi, si Jérusalem gagne ce combat, c'est soit que Shigeoka s'est écroulé ses fins de carrière, soit c'est que vraiment il a réussi à step up magistralement, quoi. Donc je serais quand même vraiment étonné que... Ou alors c'est que je suis complètement désillusionné sur Shigeoka et que malgré sa défaite, je ne veux pas ouvrir les yeux et que je le considère encore comme le futur de la division. Ouais, tu vois, je veux bien une décision où Shigeoka fait un peu plus attention, du coup il va pas à terre, Jérusalem non plus, puis il remporte genre 8 ou 9 rounds, tu vois. Et ça lui suffit pour gagner un 116-77. Pronostic de la tête, j'ai beaucoup de mal à me décider personnellement. Pronostic du cœur, personnellement, j'irai un peu plus avec Jérusalem. C'est un gars que stylistiquement j'apprécie plus personnellement. J'apprécie plus son style, j'apprécie un peu plus sa carrière même. Et surtout, moi, un Made in Jérusalem contre un Pedro Taduran, j'ai vraiment, vraiment, vraiment envie de voir ça. C'est un combat qui me hyperait comme pas possible. Je suis pas sûr que les deux Philippins veulent unifier. Parce que je sais qu'ils ont une grosse fierté en Philippines
de vraiment avoir des champions en boxe et tout machin. Et D'accord. là, ils en ont 2, alors qu'ils en avaient plus il y a genre 1 an. Et je suis pas sûr qu'ils se disent, bon, allez, plus qu'un, tiens. Donc je pense Ouais, pas ouais. que. Mais Mais voilà, limite, mais on pourrait avoir un Colliazo, peut-être revanche, un truc comme ça, tu vois. mais ouais. Par contre, en perspective d'un combat contre face à Collazo, je préférerais voir un Shigeoka plutôt qu'un Jérusalem. Jérusalem, on a vu ce qui se passait et je vois pas Jérusalem réussir à step up suffisamment pour changer le résultat d'une quelconque manière. Enfin, ni le résultat, ni la physionomie de combat. Donc Je trouve voilà, que Colliazo a encore plus step up depuis. Hein. c'est Je crois que c'est un ça. type qui Ouais, est il a encore sur encore plus l'ascension. progressé, il a pris de l'expérience, etc. Donc voilà, personnellement, ouais, stylistiquement, ce serait plus à la, ce serait, enfin, je préfère Jérusalem. Donc personnellement, le producteur irait un petit peu plus sur Jérusalem. Le prono de la tête. Ça dépend. Pour moi, ça va vraiment dépendre de Yuda Shikioka qui a. Bah, voilà, qu'est-ce qu'il a tiré comme leçon de cette défaite. Et en fait, est-ce qu'il a tiré des leçons de cette défaite et quelles sont ces leçons? Et pour moi, ça va vraiment dépendre de ça. Mais tu vois, je pense que en termes d'after, je serais vraiment plus pour une victoire de Shigeoka. Parce que comme on l'a dit, il y a une sorte un peu de parenthèse cauchemar qui s'est ouverte avec la défaite de Shigeoka contre Jérusalem et qui a continué avec la défaite du petit frère contre Tadouran. Et autant ça me ferait quand même du mal pour les Philippins de perdre leur tatami champion, autant j'ai quand même l'impression que symboliquement, ce combat-là, c'est un peu la relance des Shigeoka. Ginjiro, on rappelle, ça fait bientôt 1 an, il n'y a toujours pas de combat de retour annoncé. Ouais. C'est un type qui a l'air d'avoir pris beaucoup plus cher psychologiquement que son grand frère. Ouais, Et et physiquement aussi. Hein. Il a, physiquement. son combat face à Tadouran, il a pris cher. Je sais Hein. pas si, je crois qu'il s'est pété l'œil, hein. Je suis pas sûr, mais il me semble qu'il Ah, a eu l'orbite fracturée, hein. Je oh, crois. fracture de Parce qu'il l'orbite. a, Ah, il me semble, hein, on l'a vu à l'hôpital après le combat où il disait c'est bon, je vais bien, merci et tout. Il a eu des sales trucs, hein. ah ouais. Non, Tadouran, il lui a mis sale, hein. Donc, Ah oui, il a mis une grosse et, branlée. Hein. Et le et je stoppage est pense que violent. de quoi? Ouais, ouais. Le stoppage est très violent. Et je pense que symboliquement, ce combat d'Yudai, cette victoire, ce sera un peu en fait la relance des Japonais dans cette KT, qui est un peu le territoire perdu des Japs actuellement. Et voilà, j'aime beaucoup les Philippins, je préfère les Japonais, et j'aimerais vraiment qu'ils commencent à refermer gentiment la parenthèse et qu'on se dirige, je sais pas, idéalement avec un Tadouran Ginjilo en revanche dans 3 mois, Ginjo qui l'emporte, et puis voilà, on ferme la parenthèse et maintenant on peut commencer à avoir un Yudai Colliazo ou un Ginjilo Colliazo, tu vois. Et puis on peut repartir sur des bases un peu plus. Voilà, c'est vraiment la parenthèse cauchemar d'un an, quoi. Mais alors aussi, un truc qui me plairait beaucoup, ça dépendra aussi du second combat, mais je pense qu'une trilogie Shigeoka Jérusalem, moi j'achète. Hein. Moi j'achète, j'aime beaucoup leur premier combat, et voir une trilogie entre les deux, si on a le même niveau de qualité que le premier, moi j'achète tout de suite. Clairement. Mais un point qui est très important, c'est que c'est vrai que rien que si Shigeoka arrive plus patient, plus méthodique, déjà qui gomme ces 2 knockdowns, ça rend le combat beaucoup plus serré et même très certainement que ça renverse la décision. Donc déjà, ce serait un gros step-up si juste il arrive plus patient. Le 6, quand même, je trouvais que Jérusalem le prenait indépendamment du knockdown. Enfin, genre avant le knockdown, il était déjà en train de le prendre, je crois. Le 3, je crois que Jérusalem l'avait avant le knockdown. Donc, je sais après, plus. Il l'aurait peut-être pas gardé, mais. Donc, ouais, clairement, ça va. Mais déjà, rien que gommer les 2 knockdowns, déjà, je pense que psychologiquement, rien que ça, sur l'aspect psychologique, ça donne un peu plus de réserve à Yudai et du coup, lui donne peut-être un peu plus de marge. Et puis, même un knockdown, ça impacte forcément le physique. Même un flash knockdown, s'il y a eu un knockdown, ça veut dire qu'il y a eu un gros coup. Et donc, ça impacte forcément le physique. Et donc, du coup, sans les 2 knockdowns, est-ce qu'il peut pas faire plus dans les derniers rounds et les prendre de façon beaucoup plus significative? Et un truc aussi qui me dit que Yudai devrait bien revenir, c'est que tu vois, on ne sait pas trop si stratégiquement il fera ce qu'il faut, parce que voilà, on a encore des doutes sur son fight IQ, etc. Mais mentalement, je trouve quand même qu'il a montré un très bon sang-froid contre Jérusalem. Il s'est fait écrouler après le knockdown. D'ailleurs, systématiquement, dès qu'il perd un round par knockdown, il gagne le round d'après, tu vois. Le 4, il le gagne, le 7, il le gagne. Il a montré, je sais pas, moi ça m'a marqué aussi, une grande poker face. Alors je sais pas à quel point c'est une poker face ou c'est vraiment un sang-froid, mais il rentre dans son coin après cette knockdown. À chaque fois, il a pas l'air paniqué. Il rentre droit, il marche tranquille, visage fermé, calme, tu vois. Ça me fait dire que bon, je sais pas comment il est depuis 1 an, tu vois, je suis pas dans sa vie. Mais je pense que c'est un type qui a l'air d'avoir la tête sur les épaules à ce niveau-là, et qui par rapport à son frère a déjà connu la défaite en amateur. Donc je pense que pour lui c'est chiant, tu vois. Mais c'est pas. Ça l'a moins affecté que Ginjilo, je pense. Donc je vois. Enfin, c'est peut-être aussi pour ça, peut-être je veux absolument lier la carrière des deux, mais il faut dire qu'elle a été très liée jusqu'à présent.
Je pense que s'il y en a un qui peut plus réussir son combat que l'autre, c'est peut-être plus Yudai dans l'actualité. Et du coup, parce que j'ai toujours pas donné mon prono, Toujours pas ton prono, je m'arrache les cheveux avec ça. Tu veux que j'aille chercher une pièce pour faire un pile ou face? Ouais, mais déjà, je visualise bien une nouvelle split. Je pense quand même que malgré tout, Jérusalem a quelques ajustements à faire et je pense que stratégiquement, il saura les faire. Donc ouais, je vois encore un combat très serré. Je vois encore un combat très serré. Je vois une split decision. Et peut-être avec un Shigeoka qui sait à quoi s'attendre maintenant de Jérusalem. Rien qu'à un Shigeoka qui arrive en étant plus focus et en sachant à quoi s'attendre. Ouais, effectivement, peut-être que le pronostic ira légèrement plus du côté de Shigeoka par split decision. Ouais, et Après, pronostat. je trouve ça quand même vénère de voir qu'il y a plus de 60-40 pour Shigeoka sur les côtés. Ouais, non, ouais, franchement, pour moi, ce combat, c'est un 52-48 Shigeoka, quoi. Ah ouais, c'est serré. Ah oui, quand même. Ok. Pour moi, parce que aussi parce qu'encore une fois, Jérusalem, il est incroyable en garde ouverte. Hein. Il est vraiment incroyable. Et je pense que stylistiquement, de base, c'est pas facile un gars comme ça pour Shigeoka de base. Donc ouais, je vois encore un combat très serré, que ce soit dans la physionomie du combat ou dans le résultat. Ouais, je vais partir sur un Yoda Shigeoka à la split et en espérant avoir un troisième combat. Ça serait sympa. Si tout se passe bien dans le deuxième, ça serait avec grand plaisir. Ouais. Et pareil, pugistiquement, ça m'intéresserait moins, mais quand même, un Yuda Shigeoka contre un Pedro Taduran, rien que pour le storytelling, ce serait cool. Moi, j'aimerais bien. En fait, moi, j'aurais bien aimé Ginjiro contre Jérusalem et Yudai contre Tadoran pour que les deux aient vengé leur frangin. Ouais. Ce serait très intéressant. Mais par rapport à un combat face à Collazo, je pense que, de mémoire, je trouverais quand même Jinjiro plus intéressant face à un gars comme Collazo que Yudai. Parce que Yudai, c'est pas une faiblesse dans l'absolu, mais ça peut le devenir. Je pense que c'est pas un gars qui a un potentiel athlétique au niveau de celui de Jinjiro. Et je pense que face à un gars comme Collazo, le potentiel athlétique sera particulièrement important. Clairement. Et après, je pense en tout cas, moi, je pense que j'ai fait le tour. On a parlé du combat principal. On a parlé, du coup, d'où le fameux titre Repeat or Revenge, qui va être vraiment l'enjeu du combat. On a parlé de comment on a vu le premier combat. On a parlé de la revanche. On a parlé des styles. On a parlé un peu de la suite pour les deux. Pour la KT aussi. Donc, je pense que j'ai à peu près fait le tour de ce que j'avais à dire sur ce combat. Et bien de même. Voilà. C'est parfait. Écoutez, je pense qu'on va s'arrêter là. Bon, encore une fois, Louis, ça a été un immense plaisir de faire cette preview avec toi, comme Plaisir partagé. Plaisir très partagé. Et donc, évidemment, n'hésitez pas à aller foncer sur la chaîne de Louis. Comme d'habitude, le lien est en description. Allez le voir, c'est de la bonne. En tout cas. Merci beaucoup. C'est de la bonne. Ça y est pas dit non plus. Voilà, mais bon, en tout cas, merci à vous d'avoir suivi cette vidéo. J'espère qu'elle vous aura plu. Si c'est le cas. Je suis désolé, je coupe plus trop. Je voulais dire un truc pareil que pour Yabuki. Le combat sera sur Abema normalement, si vous voulez le regarder. Et sinon, je pense sur Dailymotion quelques jours plus tard. Abema, VPN, mais certains sont bloqués. Voilà, c'est la même chose que ce qu'on a dit pour Yabuki. Ok. Bon, et en tout cas, merci à vous d'avoir suivi cette vidéo. J'espère qu'elle vous aura plu. Si c'est le cas, vous connaissez la chanson, le pouce bleu, le partage, le commentaire. Si contenu de la chaîne YouTube vous plaît, l'abonnement. Allez follow la chaîne Twitch pour être tenu au courant des prochains Reels de Clay 6. Le lien, là encore, est dans la description. Et en tout cas, jusque-là, portez-vous bien. À très bientôt. Et nous, on vous dit salut. Salut.